Quelques milliers de milliards de dollars imprimés à travers le monde occidental pour sauver on ne sait trop quoi de on ne sait trop quel danger. On a beau dire, mais tout cet argent imprimé, c'est de l'impôt qui a été levé, mais qui n'a jamais été voté par les peuples prétendument souverains. Depuis 2008, le système bancaire et financier est à la dérive et les profiteurs sont sauvés avec le système, alors que l'on aurait très bien pu sauver le système en n'oubliant pas d'envoyer en prison ceux qui l'ont fait dérailler. Tout cela m'amène à me questionner. Est-ce que la monnaie doit toujours appartenir à l'État ? La réponse était évidente au XXe siècle, car la technologie ne permettait pas de faire circuler l'information aussi bien que maintenant. Typiquement, si nous avons une démocratie représentative, c'est aussi pour des raisons pratiques. Si vous êtes les États-Unis, à savoir un pays qui s'étale sur 4500 km de large, il est plus compliqué d'organiser une démocratie directe. Du temps de la démocratie athénienne, c'était quand même beaucoup plus simple de réunir tout le monde sur une grande place pour causer. Par contre, aujourd'hui, avec nos smartphones et les technologies de chiffrement et de bases de données décentralisées, une démocratie directe serait techniquement bien plus facile à organiser. À l'inverse, ce qui était raisonnable il y a un siècle ne l'est peut-être plus tant que cela aujourd'hui. Au siècle dernier, si un État voulait tourner à la dictature et instaurer un contrôle de tous par l'État, c'était quand même pas si simple. La dénonciation par son voisin, c'était un peu le degré zéro de la technologie du dictateur. Par contre, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, aux comptes bancaires en ligne et tout l'attirail permis par Internet, la Chine peut mettre en place son permis social avec beaucoup plus d'efficacité et de facilité pour un coût qui est voué à baisser avec le temps. Ce que je veux dire, c'est que la technologie pousse les hommes à évoluer. Comme les technologies de l'information évoluent vite et que la monnaie se traite simplement comme une information, peut-être est-il venu le temps de se poser la question de la pertinence de laisser la gestion de la monnaie à l'État ou non. Allez, c'est parti. Fondamentalement, si l'État possède le pouvoir monétaire, j'y vois deux raisons. La première est pratique. Historiquement, la gestion d'une monnaie est avant toute autre chose une gestion de la confiance. Même lorsque vous avez un système basé sur l'or, il est bien pratique de disposer d'un État qui est capable de frapper des pièces et mettre son certificat dessus, car cela permet d'être bien sûr de la quantité d'or réelle dans la pièce. Bien sûr, on pouvait toujours faire de fausses pièces d'or, mais dans ce cas, vous vous attaquiez directement au roi, et le risque était de se faire légalement couper la tête avec l'assentiment populaire. Escroquer l'État, c'est par nature plus risqué et plus compliqué que d'escroquer Tati Germaine. Et puis, il y a une deuxième raison moins avouable mais tout aussi puissante. Les représentants de l'État finissent toujours corrompus par le pouvoir car le pouvoir corrompt le cœur des hommes et au final, ils en veulent toujours plus. Une fois que vous avez donné le pouvoir monétaire à un nombre de mains trop restreinte, bon courage pour les récupérer car ils se battront jusqu'à la mort pour conserver leur précieux. La conséquence positive de la monnaie dans les mains de l'État, c'est que la population dispose d'un État puissant, capable d'agir, car imprimer de l'argent revient à lever de l'impôt. Pour autant, lorsque l'or était la monnaie de référence, les États imprimaient quand même de la monnaie en baissant le nombre de grammes d'or pour chaque pièce, en laissant la même valeur faciale. Sur ce graphique, vous pouvez voir l'évolution du nombre de grammes d'argent dans un denarius pendant l'Empire romain. Au début, il contenait par convention 4 grammes d'argent, et à la fin, nos denarius ne valaient plus tripette. Vieux comme le monde, je vous dis. L'argent rend fou et il corrompt car il confère trop de puissance à l'être humain qui le détient en trop grande quantité. Sur ce graphique, vous remarquerez également que le citoyen occidental moderne est bien plus coulant que le romain de l'époque, car les périodes de grande dévaluation monétaire étaient suivies d'assassinats d'empereurs. Dans la grande période de chute de la valeur de la monnaie au IIIe siècle, un empereur romain avait 84% de chances de mourir d'un attentat. Donc, si nous voulons résoudre ce problème de corruption intrinsèque au pouvoir monétaire, une solution serait de décentraliser la gestion de la monnaie pour que l'argent reste le serviteur de tous. En termes de technologie, qui est le problème réellement fondamental, Internet nous permet déjà théoriquement de disposer d'une monnaie décentralisée et efficace. C'est ce à quoi pensait Milton Friedman avec son ordinateur à injecter 3% de masse monétaire tous les ans. Pour cela, il vous faut un numéro d'identification fiscale unique qui permet de compter les gens. Et ensuite, il suffit que chaque personne dispose d'au moins un compte bancaire. À ce stade, c'est tout à fait gérable. Si on ajoute le projet des banques centrales de faire des monnaies numériques de banque centrale, alors on a tous les ingrédients pour le faire très simplement et pour pas cher. Face à cela, il y a tout de même deux problèmes majeurs.
Le premier et le plus évident, c'est que les représentants du pouvoir, qui ont tendance à se penser détenteurs du pouvoir tout court, puisque le peuple est réputé incompétent voire trop idiot pour se gérer lui-même, ne veulent absolument pas qu'on leur enlève ce pouvoir monétaire des mains. Je persiste et signe, la représentation de Gollum est tout à fait caractéristique de l'emprise de l'argent sur les gens qui sont possédés par le pouvoir monétaire. Il y aura donc une lutte qui devra se jouer dans ce cas, et elle sera dure et impitoyable. Rappelez-vous le taux de mortalité des empereurs romains. En admettant que ça passe, est-ce que c'est une bonne idée de centraliser la gestion de la monnaie? Techniquement, aujourd'hui, on a le pouvoir de centraliser toute l'information. Le problème, comme le disait Staline, c'est que nous sommes peut-être en train de fabriquer la corde avec laquelle on sera pendu. Une fois que vous avez centralisé les informations fiscales, monétaires et sociales via les réseaux sociaux, nous avons tout de même intérêt à avoir un contrôle très étroit sur nos dirigeants, car leur puissance de frappe théorique vient de monter d'un cran dans l'histoire de l'humanité. Donc, une autre approche serait de vouloir décentraliser la gestion de la monnaie. C'est la volonté initiale des monnaies locales. Pour rappel, une monnaie locale est une initiative d'une commune ou d'un groupe de communes pour établir une monnaie qui n'a cours que chez les commerçants du coin. Une autre façon de décentraliser serait également de fragmenter le stockage de l'information à la plus petite échelle régionale, comme c'est le cas en Suisse. En Suisse, chaque canton a sa politique fiscale et les cantons se font concurrence les uns les autres. La réglementation est aussi très différente d'un canton à l'autre. Mais est-ce que ça marcherait une concurrence monétaire entre régions? Si on pense à des monnaies locales sous la tutelle d'un canton ou d'une région, on imagine facilement une administration de tutelle centrale qui gérerait les taux de change entre ces monnaies. D'ailleurs, ce ne serait pas forcément idiot car instaurer un taux de change entre l'État de New York et le Mississippi permettrait de constater les différences de niveau de vie et de retrouver des incitations économiques pour le développement des États les plus pauvres. Mais bon, cela poserait quand même des problèmes sur la question du vivre ensemble notamment. Par contre, si on pense à une concurrence monétaire non pas par région mais par adhésion de chaque citoyen, cela peut devenir plus intéressant. Des monnaies communautaires plus que régionales. C'est le modèle de la crypto-monnaie où l'on va décentraliser en dehors de l'État la gestion de la monnaie. Le modèle des crypto-monnaies, c'est que chaque crypto a un usage spécifique, mais aussi une culture spécifique. Si vous aimez le Bitcoin, mais que vous aimez les chiens plus que vous n'aimez le Bitcoin, libre à vous d'acheter du Dogecoin. Les deux sont convertibles et leur valeur varie en fonction du consensus de marché. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de libérer la monnaie, mais ce dont je suis sûr, c'est que l'État associé aux technologies modernes détient un pouvoir démesuré, très dangereux pour nous autres pauvres administrés. Par ailleurs, cette même technologie qui peut nous menacer nous donne aussi l'occasion de penser le cadre monétaire différemment. Ce qui était vrai sous Dioclétien dans la Rome antique n'est peut-être plus une vérité aujourd'hui. Faire des expériences et expérimenter n'est peut-être pas si bête que ça.